Bonjour, en ma qualité de vice-président de cette université, je voulais vous adresser, au nom de la Maison pour la Science d'Alsace, qui vous a déjà accueilli ce matin, vous adresser ici la bienvenue à tout le monde, à ceux qui, publics, sont venus écouter Yves Quéré, donc je ne vais vraiment pas être long parce que ce qui est important c'est d'entendre Monsieur Quéré, mais remercier aussi les participants de l'école interdisciplinaire qui a été montée par la Maison pour la Science. Je crois qu'en cette période de vacances, ça peut être un peu paradoxal que vous soyez rendu à l'école. Et je crois que c'est d'autant plus méritoire et ça prouve la motivation des uns et des autres de prendre un peu sur leur temps personnel, de prendre sur le temps des soi-disant vacances, pour penser aussi un peu à soi et se dire que pendant ces vacances, on peut aussi mettre à profit les choses pour progresser dans sa propre discipline. Alors, vous avez choisi comme titre de ou comme sujet en tout cas de cette école interdisciplinaire le sujet « Parler un langage commun ». Et je crois qu'ici, la présence de très nombreux épistémologues montre qu'il y a une pertinence à s'entendre en sciences comme en sciences dures, mais comme dans n'importe quelle discipline scientifique, sur les termes. Je crois que ce matin, les ateliers que vous avez eus, mes échos sont bons parce que je n'ai pas été ici, donc c'est un peu le téléphone arabe qui a fonctionné, mais vous avez travaillé justement sur un certain nombre de concepts, sur la question de la matière, sur la question de l'énergie. Vous avez croisé les regards à l'intérieur des différents corps, les chercheurs, les enseignants, et puis après vous avez croisé les regards. Et donc vous avez à la fois croisé les perspectives, si je puis dire, et aussi fait œuvre d'interdisciplinarité, puisque vous êtes aussi issus d'horizons très différents. Et je crois que c'est très important que ces échanges aient lieu, parce que quand on est devant un public, et particulièrement devant un public de jeunes, il faut qu'on soit absolument au clair sur les concepts qu'on manie avant même de pouvoir envisager de transmettre le savoir. Donc pour nous, la Maison pour la Science d'Alsace et cette école est exemplaire de l'articulation qui est nécessaire à l'université entre la production des savoirs, c'est la recherche, et la transmission des savoirs. Et j'allais dire, il y a encore un dernier volet qui est la question de la diffusion des savoirs à un public plus large. Et je crois que s'il y a une conférence qui est liée à cette école interdisciplinaire, et si M. Quéré a accepté avec gentillesse ce soir de faire une conférence devant vous, c'est bien parce que ces trois volets sont indissociables. Et c'est ça, je crois, qui fait le cœur de la mission de la Maison pour la Science, de faire dialoguer les acteurs de la production et de la transmission du savoir, de maintenir un lien entre recherche et enseignement et d'avoir aussi une visée à long terme, c'est-à-dire que la formation, ce n'est pas juste le moment des années avant de passer le concours d'enseignant où on apprend une discipline, mais que cette discipline évolue, que les savoirs changent, que le savoir se développe, évolue, et qu'il faut rester en permanence en contact avec ça. C'est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Et je crois que là, il y a une mission fondamentale qui est assurée par notre Maison pour la Science d'Alsace. Et donc, je salue ici la présence de deux représentants, et même fondateurs de l'association La Main à la Pâte, M. Quéré et M. Léna. Parce que pour nous, au fond, la main à la pâte est un peu l'origine de tout ça. Et je crois que les maisons pour la science, globalement, sur le territoire, partagent justement cet objectif d'articuler recherche et transmission des savoirs. Donc voilà, tout ça pour dire que l'Université de Strasbourg, et notamment la vice-présidence que je porte, qui s'appelle Sciences en Société, est particulièrement attentive à ces questions-là. Et nous avons mis sur les rails la Maison pour la Science d'Alsace. Et je remercie Mélodie Faury du travail régulier et constant qu'elle fournit. Et nous ne lâcherons pas, je dis bien, nous ne lâcherons pas les efforts pour soutenir cette Maison pour la Science dans les années à venir. Alors donc, je remercie ici tous les partenaires, le rectorat, les organisateurs. On m'a mis un certain nombre de personnes, alors je ne les connais pas toutes, mais je vais les citer avec... vraiment en les remerciant de tout cœur au nom de l'institution, Elena, Virginie, Jean-Daniel, Annabelle et bien sûr Mélodie Faury, qui, avec toute son équipe et toutes ses collaboratrices et collaborateurs, fait vivre cette maison. Alors maintenant, la parole est donnée à Yves Quéré, qu'on n'a pas besoin de présenter, je crois, mais en quelques mots, bien sûr, Monsieur Quéré, vous êtes académicien de l'Académie des sciences, ancien directeur d'enseignement de l'école polytechnique, un des cofondateurs de l'association La Main à la Pâte, fondée à l'initiative de Georges Charpak,
Et vous allez nous parler d'un sujet qui s'appelle Langue et sciences, probablement en écho à l'ouvrage que vous avez publié, là aussi dans une logique interdisciplinaire, avec Alain Ventilola, linguiste, chez Plon en 2014. Je n'en dis pas plus, et en vous remerciant encore, Monsieur Quéré, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Est-ce que je dois parler ici ou dans le micro? Je crois que vous aviez un... C'est la même chose pour vous? Oui? Ah bon, très bien. J'ai mon temps alors. Bon, je vous dis évidemment d'abord ma grande joie d'être ici. C'est toujours une joie d'être à Strasbourg. C'est une université merveilleuse. La ville est splendide. Mais j'y ajoute aujourd'hui le fait que nous avons eu, en tout cas moi je l'ai senti comme ça, une journée très exceptionnelle. Moi j'ai une journée que je marque d'une pierre blanche parce que la structure de la journée était tellement exceptionnelle et l'auditoire, les présents étaient tellement remarquables que je me sens très, les Américains ou les Anglais disent « humbled » de parler devant vous sur un sujet sur lequel je pense que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Mais disons que le sujet qui m'a été en effet, la commande qui a été faite, c'est langue et sciences. Je voudrais y ajouter tout de suite une langue et sciences, virgule, à l'école primaire. Autrement dit, je m'adresse ici par la pensée à l'école, c'est-à-dire en fait aux professeurs des écoles qui ont un rôle absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que Georges Charpak avait tout de suite compris. Revenant avec son prix Nobel en poche, n'est-ce pas, il aurait pu se promener à travers le monde, faire des conférences à 50 000 euros. Non, il a dit « je veux payer ma dette à l'école ». Si je suis ce que je suis quand même, disait-il, c'est à l'école primaire que je le dois. Et je m'étais senti, entrant, et c'est selon ses paroles aussi, entrant à l'école primaire, je m'étais senti, il venait de sa Pologne natale, n'est-ce pas, à 7 ans, il était arrivé en France, à Paris, ne sachant pas un mot de français, et il a dit tout de suite, pas tout de suite, je l'ai dit plus tard, mais enfin il l'a écrit, j'ai cru que j'entrais au paradis. Donc l'école primaire est un lieu absolument essentiel de notre enseignement, et notamment parce que les professeurs, à qui je répète, je m'adresse au fond d'une certaine façon avec cette causerie sur la langue et sciences, les professeurs apprennent toutes les matières à la fois. N'est-ce pas? Ce que nous avons l'horreur d'appeler les matières, les fameuses matières séparées, le professeur des écoles a l'extraordinaire bonheur de les enseigner, disons, en même temps. Même s'il fait de 9h à 10h de la lecture, de 10h à 11h de l'histoire, mais il a la maîtrise de l'ensemble, et c'est pour ça que finalement, je crois qu'il a en particulier, ou elle a la maîtrise du lien entre langue et science. C'est un lien essentiel, comme je voudrais maintenant le raconter. Je voudrais raconter au fond, à la manière un peu d'une légende, si vous voulez, d'une légende, mais quand même une légende plausible, l'histoire de la sororité ou de la gémellité, comme vous voudrez, de la langue et de la science. Car je vais prétendre toute cette demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais pas très bien, que la langue et la science sont nées ensemble et qu'elles sont comme des sœurs. Et notamment, après, ça sera peut-être un petit peu différent, mais à l'école primaire, elles ne devraient jamais être enseignées l'une sans faire référence à l'autre. Il y a eu un jour absolument exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, un jour prodigieux au fond. C'est le jour où pour la première fois un être vivant qui, j'aimerais croire que c'était une femme, disons que c'était une femme je pense, génial, un être génial qui pour la première fois sans doute dans l'histoire a regardé fixement un objet, un nuage, un rocher, je ne sais pas, disons que c'était un arbre si vous voulez, et pour la première fois a émis un son qui désignait dans son cerveau puis dans la tribu cet objet. C'est un fait extraordinaire d'avoir dit arbre. Évidemment, elle n'a pas dit arbre. Elle a dit rum, je ne sais pas ce qu'elle a dit exactement. Les Allemands, vous savez, c'est amusant de penser qu'au XIXe siècle, les Allemands ont pensé que Adam et Ève parlaient entre eux en allemand. C'était le temps de Bismarck. En tout cas, disons qu'elle a dit arbre. Et en disant arbre, elle a fondé, d'une façon absolument extraordinaire, elle a fondé simultanément, juste quand elle disait ce mot, elle a fondé le langage et la science. Le langage, bien sûr, puisque c'est le début d'une longue série de mots qui feront des phrases et qui feront la langue. Et la science, évidemment, puisque la science n'est rien d'autre qu'un récit fait avec des mots, un récit sur la nature, n'est-ce pas? Et que les mots de la nature sont d'abord des mots de science. Donc on ne sait pas dire, quand elle a prononcé le mot arbre, si elle a créé le langage ou si elle a créé la science, elle les a créés toutes les deux en même temps.
Créer des mots, d'ailleurs, nous admettons bien que ça fait partie tout à fait du corpus de la science, ça s'appelle la taxonomie, et chaque année, nous créons des centaines de mots nouveaux, d'insectes, de molécules pharmaceutiques, tout ce qu'on va. Donc, nous créons des mots, et cette femme a créé le mot arbre. Et ce faisant, elle est entrée de plein pied, elle nous a fait entrer de plein pied dans l'idée des ensembles, parce qu'elle a eu l'idée extraordinaire d'appeler arbre un objet qui peut être aussi bien un petit olivier rabougri qu'un énorme baobab. Elle a eu cette idée, cette vision extraordinaire que tous ces objets extraordinairement différents pouvaient porter le même nom. Donc elle nous a mis de plein pied dans la synthèse, et dans cette grande province de la science qu'est la synthèse, et ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, après elle, diront « mais il faut peut-être que je sois un peu plus précise, et que celui-ci je l'appelle Olivier, celui-ci je l'appelle Pêcher, celui-ci Chêne, etc. » Et nous serons là dans l'analyse. Vous voyez, les mots nous mettent de plein pied dans la synthèse et l'analyse. Il est tout à fait remarquable que dans un texte aussi vénérable et ancien que la Genèse, il est tout à fait remarquable que le rédacteur de ce passage de la Genèse, au tout début de la Genèse, nous dise que Adam, vous savez, vous voyez ce passage, a commencé, c'est la première chose qu'il ait faite, c'est de nommer les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Il aurait pu faire autre chose, Adam. Il aurait pu dormir, il aurait pu prier, il aurait pu construire un abri parce qu'il pouvait pleuvoir. Non, il a nommé. C'est la première chose qu'il a faite. Ce qui fait d'Adam, poétiquement, symboliquement, comme vous voudrez, véritablement le premier homme de science et le premier homme de langue. Nous voilà donc avec le substantif, le mot arbre. Et nous avons compris l'importance de créer ce mot et le trait de génie qui a consisté à y voir un ensemble d'objets si différents qui ont simplement en commun un tronc, un feuillage, etc., de l'appeler arbre. Un peu plus tard, sans doute, se dira-t-on, c'est très bien de dire arbre, mais nous devons aller un petit peu plus loin, il faut le définir un petit peu mieux, cet arbre, et le qualifier. Donc on va avoir le qualificatif, l'adjectif, et on va créer l'adjectif qualificatif, en fait l'épithète, pour dire que cet arbre est grand ou qu'il est petit. Et voilà encore, évidemment, une légère progression dans le langage humain et une légère progression dans la science. Vous voyez bien que nous sommes véritablement, on ne saurait pas dire, si je dis arbre grand, épithète qui, nous le verrons un petit peu plus tard, est collé au mot. Il fait partie du mot finalement. Arbre grand, c'est un arbre qui est grand, mais arbre grand me désigne un objet de la nature qui est un peu mieux défini qu'auparavant. Il est grand ou il est petit. Et puis plus tard viendra l'idée de comparatif. On créera le comparatif, il est plus grand qu'un autre. Et là, nous voyons déjà se profiler très 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 loin dans le futur l'idée de mesure. On mesurera, mais pour le moment, je me contente de comparer. Et je vois bien que cet arbre est plus grand qu'un autre, donc nous avons le comparatif. Voilà donc la première grande invention, c'est le substantif avec son épithète. La deuxième grande invention, ça sera évidemment le verbe. Parce qu'il ne faut pas nommer que les objets de la nature, il faut nommer aussi les axes, les actions, donc manger, dormir, boire, etc. Et le verbe va être une partie essentielle de nos phrases. Et au verbe, bien sûr, comme nous avons adapté un adjectif, un épithète au substantif, nous lui adapterons l'adverbe, manger vite, courir lentement, etc. Donc nous avons maintenant cette paire du substantif et de l'adjectif, de l'épithète, et puis du verbe et de l'adverbe. Je note ici que le verbe, un jour, donnera cette autre invention, je vais parler de beaucoup d'inventions successives dans cette histoire l'imagée du langage et de la science, le verbe donnera l'idée de la négation, qui est aussi une idée extraordinaire. Dormir ou non dormir. Et nous remarquons que la somme de ces deux entités, dormir et non dormir, couvre la totalité de la vérité de ma présence devant le sommeil, n'est-ce pas ? Dormir plus non dormir couvre l'ensemble, ce qui est une espèce de première idée de ce que seront plus tard les lois de la conservation. Vous voyez, il y a une conservation dans dormir plus non dormir qui est la conservation d'une journée. Je vais sur une journée me dire je ne peux pas faire autre chose que soit de dormir, soit de non dormir. Donc voilà le verbe avec son adverbe et puis cette invention étrange un petit peu de la négation, de ce qui n'est pas, ce qui est et ce qui n'est pas. Et je comprends bien qu'avec le verbe et le substantif, je vais pouvoir commencer à dire des choses, c'est-à-dire à énoncer des phrases. Et j'en arrive à la troisième invention qui est la phrase.
La phrase, donc, va être un assemblage de mots. Il aura probablement un substantif, peut-être avec son adjectif, probablement un verbe, peut-être avec son adverbe, et je dirais peut-être, je ne sais pas moi, cheval blanc, courir vite. Voilà une phrase. Cheval blanc, courir vite. Le cheval blanc court vite. Et nous voilà de plein pied dans la phrase, et on peut imaginer la jubilation de ces hommes et de ces femmes quand la phrase a été inventée, la jubilation qui consistait à jouer dans cette combinatoire avec, vous savez bien, on sait bien qu'avec quelques dizaines de substantifs, quelques dizaines de verbes, on peut constituer des milliers de phrases en jouant comme ça au Lego et à fabriquer ces phrases. Et il y a eu un deuxième génie. Alors là, on va dire que c'est un homme, si vous voulez. Il y a eu un deuxième génie dans l'histoire de l'humanité, c'est celui qui, pour la première fois, s'est rendu compte que dans cette combinatoire immense du nombre de phrases que je peux composer, la grande majorité, au fond, n'a de statut peut-être, d'importance que momentanée et locale. Si je répète encore, qu'est-ce que je disais, cheval blanc courir vite, par exemple, le cheval blanc court vite, c'est une phrase qui est intéressante ici, il y a un cheval blanc, aujourd'hui, peut-être que demain il sera blessé, il ne courra pas du tout, ou il sera mort, je ne sais pas. Je sens bien que cette phrase est une phrase d'intérêt momentané et local. Et je me rends bien compte que la plupart de nos phrases, en particulier celles que je prononce en ce moment, ressortissent de ce statut. Ce sont des phrases intéressantes, elles ne sont pas inutiles, mais elles sont contingentes, voilà, elles pourraient ne pas être. Et ce monsieur a eu cette immense invention de se rendre compte qu'il y a dans cet ensemble énorme de phrases, avec la même grammaire, avec les mêmes mots, avec exactement, sans aucune différence de construction de phrases, des phrases complètement différentes, qui semblent au contraire marquées d'une sorte de saut d'éternité ou d'absolu. Par exemple, si je dis « lâcher », ça c'est épithète, « Pierre tombe », une petite phrase toute simple, je sens bien que ça n'a rien à voir avec le cheval qui court. C'est une phrase qui a toujours été dite. Mon grand-père m'a dit que, et moi-même mon arrière-grand-père, que les pierres tombaient autrefois. Tout le monde me dit, dans la tribu voisine, les pierres tombent. Je sens bien que c'est une phrase complètement différente. Elle est marquée, je répète, d'un saut d'absolu. Et ces phrases, c'est évidemment, ce sont des phrases de science. Et c'est ce que nous appelons maintenant un effet. L'effet Joule, c'est la phrase, un courant qui passe dans un fil électrique chauffe le fil. C'est un effet, et finalement, la science va se constituer à partir de ce jour-là par l'accumulation sur la grande étagère du savoir de toutes ces phrases un peu miraculeuses qui m'expliquent, qui me font comprendre que la nature, qui a l'air chaotique, ne l'est pas tant que ça. La nature roule quand même sur des rails. La pierre tombe et elle est toujours tombée. Et alors voilà que cette chose extraordinaire, cette phrase extraordinaire, cette idée de ces phrases rares, exceptionnelles, qui sont comme des diamants dans mon langage, eh bien cette phrase me permet de construire, de bâtir, de créer un temps inouï, un temps absolument fou, qui est le futur. Parce que les pierres ayant toujours tombé, et tombant toujours, et ici et ailleurs, je me mets à penser, une chose indémontrable évidemment, qui rentre dans le domaine de la croyance en fait, je crois véritablement, mais c'est plus qu'une croyance, c'est une conviction absolue, que demain, si je lâche une pierre, elle tombera. Et voilà que la pensée humaine donc pénètre dans ce monde immense qu'est le futur, qui n'appartient pas vraiment à notre immanence, qui appartiendrait plutôt à une sorte de transcendance, puisqu'il est totalement méconnaissable, mais même des filaments connus dans le futur et qui me permettent, dans l'avenir, oui, qui me permettent d'utiliser ce temps insensé qu'est le futur. Le futur, on pourrait l'appeler le futur absolu. La pierre tombera. Et nous savons combien ce temps du futur a été dénaturé, émasculé, puisque nous l'utilisons tout le temps. Si je dis devant vous, par exemple, demain je rentrerai à Paris, vous pouvez vous mettre à éclater de rire et vous dire, mais vous plaisantez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dites-nous au moins, je pense que je rentrerai à Paris, je compte rentrer à Paris, j'espère que demain je rentrerai à Paris, mais je rentrerai à Paris, avouez que ça n'a aucun sens si je le mets du même nature que demain la pierre tombera. Mais c'est un usage qui s'est répandu. Et c'est tellement répandu qu'on ira même encore plus loin et on dira demain on rasera gratis, n'est-ce pas? Il y aura tous les futurs que nous connaissons qui sont des futurs inadmissibles d'une certaine façon.
Donc voilà ces phrases particulières qui sont ces phrases qui m'ont permis de construire ce temps du futur. Voilà la troisième invention, après le substantif, le verbe et la phrase. Et nous arrivons à une quatrième invention qui est très, très émouvante au fond, qui est celle d'un verbe particulier qui est le verbe être. Jusqu'à présent, les verbes ont été de dormir, de courir, de sauter, tout ce que vous voulez, de tomber pour une pierre. Mais le verbe être a une vocation et en tout cas une ambition infiniment plus vaste. Le verbe être désigne ce qui est, évidemment, par définition. Mais ce qui est, me place d'abord, ce qui est, en fait, appelle un qualificatif autre que l'épithète qu'il attribue. Et là, le langage prend un léger tournant, et la science aussi, bien sûr, parce que l'attribut est une attribution que nous donnons à la nature. C'est-à-dire que si je dis pierre, arbre grand, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais dit l'épithète, il est collé, il ne me fait pas intervenir, il ne fait pas intervenir un observateur. Arbre grand, c'est une donnée intrinsèque de l'arbre. Mais si je dis arbre, être grand, c'est-à-dire l'arbre est grand, je vois bien qu'il y a une légère différence entre l'attribut et l'épithète, puisque l'arbre est grand désigne en somme une sorte d'affirmation que je fais. Je regarde l'arbre et je dis qu'il est grand. Donc vous voyez que le verbe être ici est un verbe qui m'implique et qui implique le scientifique en particulier pour décrire la nature. L'arbre est grand. Deuxièmement, toujours pour le verbe être évidemment plonge d'une certaine façon dans ce que j'appelais tout à l'heure l'immanence, c'est-à-dire voilà, la table est là, l'arbre est grand, etc. Mais le verbe être a d'autres prétentions, il va plus loin. Il va plus loin que ce qui est ici absolument immanent. Et par exemple, pour prendre un exemple de cette dimension nouvelle, de cette province nouvelle où il aborde le verbe être, qu'on pourra, par opposition à immanence, appeler transcendance, le verbe être, par exemple, me permet de parler d'objets, au sens large du mot, qui sont totalement inconnaissables. Par exemple, la pensée d'autrui. Voilà un immense domaine qui est la pensée d'autrui que je ne peux d'aucune façon connaître. D'aucune façon. Je ne peux que recevoir ce que autrui m'en dit. Si autrui m'est très lointain, ça ne m'intéresse pas. Si autrui est relativement proche, il me dit ce qu'il pense, mais il peut mentir. Donc je suis incapable de savoir ce qu'il pense. Et même si autrui est très proche de moi, je suis très penché à croire à ce qu'il ou elle me dit, puisqu'il est très proche. Mais après tout, je ne sais pas, je ne peux avoir que de la croyance à ce sujet-là. Donc vous voyez, le verbe être est un verbe qui me projette dans un immense domaine qui est à la fois immanent et d'une certaine façon transcendant. J'en aurais dit autant du futur tout à l'heure. Au fond, le futur est, comme la pensée d'autrui, une province évidemment inconnue, sauf pour les filaments scientifiques que j'y ai mis tout à l'heure, avec la pierre qui tombera. Voilà donc le verbe être. Et troisième point, vous voyez, le premier point, c'est le fait qu'il appelle un attribut, hein, je l'ai dit. Le deuxième point, c'est qu'il me mène très loin dans la connaissance de l'ensemble, du grand tout. Hein. Et le troisième point, c'est qu'il va, alors là, me permettre d'avancer sérieusement dans la langue, mais aussi dans la science, lorsque, justement, je le place, le verbe être, entre un épithète et un attribut. Et que je dis, par exemple, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire, par exemple, que la pierre grosse, épithète, est lourde. La pierre grosse est lourde. Voilà une phrase qui est importante parce que je vois bien qu'elle me met sur la piste de ce que nous appellerons une loi. Et là, ce serait une loi qui pourrait même être une loi de proportionnalité, que j'écrirai peut-être plus tard, bien plus tard, M, masse, égale K, V, volume, K fois le volume, n'est-ce pas ? Sans aller jusqu'à la proportionnalité, du moins une linéarité, c'est-à-dire en gros, une pierre grosse est plus lourde, l'effet croît comme la cause. Donc voilà un verbe dont je comprends qu'il est tout à fait essentiel dans le langage et dans la science.
C'était mon quatrièmement. Mon cinquièmement sera l'introduction d'un mot nouveau que vous attendez sans doute, qui aurait peut-être dû être prononcé, mais il a dû être prononcé assez tard dans l'histoire de l'humanité, c'est le pourquoi. Et au fond, ceci me renvoie peut-être, il me renvoie à bien des choses, le pourquoi, mais il me renvoie peut-être à ce que je disais tout à l'heure de la négation. Dormir, non dormir. Je suis là devant une alternative. Est-ce que je dors ou est-ce que je ne dors pas? J'ai compris que ceci couvrait tout le champ, n'est-ce pas? Je ne peux que soit dormir, soit ne pas dormir. Et par conséquent, devant cette alternative, je suis quand même poussé à une question. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je dors ou je ne dors pas? Et pourquoi? Pourquoi ceci? Vous voyez? Donc la question, c'est-à-dire le pourquoi dans le langage et dans mon écriture, si j'écrivais, ce que je ne fais pas encore, je mettrais un point d'interrogation. Alors, ce pourquoi est évidemment un ingrédient absolument essentiel de la science, ça va de soi, et de la pensée humaine, sans parler de la science. Et il s'appuie sur un mot que je n'ai pas encore utilisé, c'est la curiosité. Et nous pouvons avoir passé 1 minute sur la curiosité parce que le langage et la science vont me permettre de cultiver la curiosité. Sachant que la curiosité n'a rien de naturel. Je vous raconte une anecdote qui me fait un peu honte, mais une fois dans une table ronde, vous savez, dans les tables rondes, on est 4 ou 5, et puis souvent on ne se connaît pas. Il y avait une dame un peu plus loin, et je parle, et sottement, je dis, sottement parce que je n'y avais pas tellement réfléchi, je dis, dans une phrase comme ça, et les enfants sont très curieux, ils posent beaucoup de questions, Parce que c'est une phrase qu'on dit. On dit « les enfants sont curieux ». Et puis la dame, après, 5-10 minutes après, a eu la parole. Et très gentiment, elle a dit « Monsieur, s'adressant à moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, elle était psychologue, pédopsychologue. Elle m'a dit « Monsieur, vous avez dit que les enfants étaient curieux. Ça arrive que les enfants soient curieux, mais sachez que les enfants sont rarement curieux par eux-mêmes. Et il faut apprendre la curiosité. » Les enfants posent bien sûr des rafales de pourquoi aux parents souvent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont curieux. Ça les amuse peut-être d'aller voir jusqu'où les parents s'arrêteront et diront « je ne sais pas » ou « c'est le bon Dieu ». Vous voyez, il y a un moment. Et donc les pourquoi des enfants, c'est une parenthèse sur la curiosité, qui est un mot intéressant d'ailleurs, parce que curiosité c'est évidemment de cura, le latin cura, qui est le soin qu'on entend dans take care, n'est-ce pas? Et donc l'homme curieux, le curieux est quelqu'un qui bien sûr a envie d'en savoir plus, c'est le sens habituel, mais aussi quelqu'un qui prend soin de ce à quoi il s'intéresse. Donc vous voyez, dans le mot curiosité est un mot riche et qui annonce déjà au fond une forme d'écologie. On a soin de la nature qu'on est en train de regarder. Donc le pourquoi, bien sûr, et le comment, donc les questions arrivent, et là nous arrivons à un moment déjà très avancé de l'humanité. Mais vous voyez que jusqu'à ce moment, les deux sœurs sont vraiment la main dans la main. La science et la langue ont avancé, je crois, véritablement en même temps. Ce qui m'amène au 6e point, qui est tout ça, à l'école, qu'est-ce que ça va faire, n'est-ce pas? Quelles sont les conséquences de ce que je viens d'esquisser comme ça pour une classe? Elles sont nombreuses, et comme je le disais dès le départ, je crois qu'elles imposent, tout ce que j'ai dit, imposent aux professeurs de ne jamais enseigner le langage sans penser à la science, et de ne jamais enseigner la science sans penser au langage. Alors il y a beaucoup de conséquences, je vais simplement en donner 2. La première est évidente, c'est la question du vocabulaire. On ne peut pas tolérer que les enfants disent toujours l'arbre, justement. On va leur dire, mais dis si c'est un être ou un chêne. Donc là, nous sommes à la fois dans un langage plus riche, bien sûr, de vocabulaire, mais nous sommes aussi dans la science. Il faut que les enfants sachent que c'est un être, et pourquoi c'est un être, et pourquoi c'est un chêne. Donc nous voyons bien qu'en matière de richesse de vocabulaire, et c'est une des charges, je crois, les plus importantes des professeurs, mais aussi des parents, mais aussi des oncles, tout ce que vous voudrez, que d'apprendre le plus de vocabulaire possible aux enfants. Les enfants ont souvent un vocabulaire très pauvre, très ténu, et je crois que c'est les aider à la fois peut-être pour leur profession future, mais aussi pour leur vie intime, pour leur vie intérieure, pour leur vie extérieure, d'avoir un véritable vocabulaire. Donc voilà une première conséquence évidente de ce lien entre langue et science. Une conséquence peut-être plus importante et un peu moins évidente, c'est la construction des phrases, c'est-à-dire la construction des phrases qui obéissent
aux règles de la science. Par exemple, je l'ai à peine évoqué sans le nommer, le principe de causalité. La cause précède l'effet, ce qui fait que les phrases doivent être données dans le bon ordre. Je disais tout à l'heure, par exemple, je crois que je disais « la pierre grosse est lourde ». Vous vous rappelez, on a dit ça, et on a dit que ça annonçait une loi physique. Et je dirais plus difficilement, la pierre lourde est grosse. Voilà des cas d'inversion. Bien sûr, je dirais volontiers le thermomètre est haut, si je peux dire. L'indication du thermomètre est haute parce qu'il fait chaud, mais je ne dirais pas il fait chaud parce que l'indication du thermomètre est haute. Voilà, ceci est juste une toute petite vision du problème de la construction de la phrase. Et la phrase, qui est quand même un élément important de l'enseignement à l'école primaire, la construction de la phrase, doit évidemment obéir à des règles qui sont très proches des règles de la science, des règles d'une logique élémentaire. Alors, puisque nous avons parlé du lien que je crois évident, j'ai essayé de vous dire pourquoi j'y crois, peut-être que vous ne le croyez pas, mais moi je crois beaucoup entre ce lien entre langue et science et à la nécessité interdiscipliner entre langue et science. Je voudrais aller un petit peu plus loin, dans une sorte de deuxième partie, oui, j'ai peut-être le temps d'avoir une deuxième partie, sur cette nécessité, à partir de ce point langue et sciences, sur la nécessité dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis toujours à l'école primaire, mais dans ce que je vais dire, on pourrait déborder un petit peu, quelquefois, sur le collège et peut-être sur le lycée, de la nécessité de l'interdisciplinarité. Et pour ça, plutôt que de faire à nouveau un discours peu intéressant, je vais faire peut-être devant vous, je vais essayer de faire devant vous une leçon, main à la pâte, qui justement montre, est un exemple parmi mille, d'une interdisciplinarité assez riche finalement, qui va mettre en présence la science, bien sûr, l'histoire, parce que l'histoire doit être évidemment impliquée très vite. Il est étrange qu'on puisse enseigner la science sans l'enseigner avec l'histoire. Si on parle de la période pré-révolutionnaire, c'est tout à fait normal de raconter l'histoire, vous voyez, histoire de Louis XVI avec sa cour et les ambassadeurs étrangers en 1783, place de la Muette à Paris, regardant, comme vous le savez, la première montgolfière s'élever avec deux personnages. Les premiers hommes dans l'espace, 1783, et ça c'est une leçon de science, c'est l'air chaud, c'est la densité, c'est les frères montgolfiers, vous voyez. Voilà un exemple minuscule, mais on devrait faire ces liens sans arrêt entre science et histoire. Donc science et langue, science et histoire, science et mathématiques, ça va de soi, ça n'a pas besoin d'explication. Science et musique, je vais en parler un instant. Voilà, vous voyez, avoir des leçons qui soient le plus pluridisciplinaires possible. Et je vous propose donc une leçon qui peut être faite, qui est faite d'ailleurs, moi je l'ai faite plus d'une fois à l'école primaire, qui consiste à partir de Pythagore. Alors ça c'est très bien de parler de Pythagore, d'ailleurs les enfants on aura pu leur dire la veille ou l'avant-veille, lisez quelque chose sur Pythagore et faites demain un petit discours de 5 lignes sur Pythagore. Alors Pythagore, ils vont voir Pythagore, grand monsieur. Je ne sais pas s'ils ont remarqué, on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait vécu, mais enfin ça ne fait rien, Pythagore a vécu, il était philosophe, il a créé, je crois, le mot philosophie, si je ne me trompe. Il aimait la musique, enfin la musique n'allait pas très loin à l'époque, mais il aimait la musique, il aimait les mathématiques, et il aimait notamment l'arithmétique, il aimait les nombres, et puis il aimait beaucoup d'autres choses. Donc Pythagore, parlez de Pythagore. Et vous dites aux enfants, s'ils ont bien un petit peu travaillé sur Pythagore, vous avez vu que Pythagore en particulier aimait la musique, du moins il aimait les sons. Les sons, ça c'est de la physique, c'est une vibration de l'air qui arrive à vos oreilles. Il aimait les sons et il savait, ce que tout le monde savait à l'époque, c'est que si on frappe un gong, il y avait des gongs dans l'île où il était, je ne sais plus le nom de l'île où il était, quelqu'un le sait peut-être, il savait parfaitement, ce que tout le monde sait, c'est que si on frappe sur un gong grand, le son est grave, boum, et si on frappe sur un gong petit, le son est élevé, bing. Bon, ça il le savait, rien d'extraordinaire, tout le monde le savait. Et Pythagore, mathématicien, se pose la question, se dit, mais plus grand, plus petit, c'est pas très précis ça. Qu'est-ce qui se passerait si je prenais 2 gongs qui sont dans un rapport simple de taille? Et alors il va chez le forgeron, je ne sais pas chez qui, et dit, faites-moi un gong de 1 mètre. Probablement ce n'était pas le mètre, mais ça fait rien, et un gong de 50 cm. Voilà le rapport le plus simple qu'on puisse imaginer, 2 sur 1.
Oui, alors le fait que les sons, qu'un gong, je n'ai pas amené de gong, excusez-moi, dans le train, j'avais des gongs, mais dans le train, ils les ont refusés. Voilà un gong grand, et voilà un gong petit. Là, ceci est plus haut, évidemment, que ceci. Donc voilà pour les gongs. Et je reviens à Pythagore. Pythagore fait non pas n'importe quoi, petit et grand, mais rapport 2 sur 1, moins sur 2. Et il a une stupeur, comme vous le savez, il frappe, et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit, c'est qu'il y a une satisfaction de ce qu'il appelait l'oreille, lui. Il pensait que c'était l'oreille, nous savons que c'est le cerveau. Ces deux sons, au lieu d'être simplement plus haut l'un, plus bas l'autre, sont dans une espèce de rapport simple, comme le rapport 2 sur 1. Et nous allons, avec les enfants, maintenant faire la leçon elle-même, et les enfants vont être par petites tables, et ils vont avoir sur leur table une paire de ciseaux et puis du tube plastique comme ça. Et vous allez leur demander de découper un petit tube, disons par exemple 12 cm pour fixer les idées, c'est ce que j'ai ici, 12 cm, et un autre de combien ? 6 cm, exactement, merci. Et ils vont souffler dans les tubes. Alors on va souffler dans le tube, les enfants vont faire ça. Donc ça c'est la flûte grande, ou le gong grand si vous voulez. Un son, c'est un hasard, mais c'était à peu près un là un peu bas. Et puis voilà, ça c'est 12 cm, voilà 6 cm. Je répète. Et alors, vous avez, je répète, cette satisfaction du cerveau qui me montre que ces deux sons sont presque des sœurs aussi. J'ai employé le mot de sœur tout à l'heure. On peut presque les confondre, sauf qu'il y en a un qui est clos. Et alors, c'est une première surprise pour Pythagore. Pour nous, c'en est une aussi, parce que ça veut dire, d'une certaine façon, que notre cerveau, puisque c'est dans le cerveau que ça se passe, cette satisfaction, ce confort, au fond, que nous venons d'entendre. Je pourrais continuer, à 3 cm, ça donnerait pour les 6. Oh, oui, c'est donc l'octave. Et cette satisfaction est encore assez mystérieuse pour nous. Il y a donc, tout se passe comme si notre cerveau connaissait au fond les nombres 1 et 2, 2 sur 1. Bon, ça c'est une autre, on n'en parle pas trop aux enfants parce que ça c'est un peu difficile. Et alors Pythagore se dit, mais continuons. 1 sur 2, 2 sur 1, c'est pas du tout le seul rapport simple. Le plus simple, peut-être qu'on puisse s'imaginer, après ça c'est 2 sur 3. Et par conséquent, vous allez demander aux enfants, vous allez d'ailleurs les laisser trouver eux-mêmes la longueur dont il s'agit, vous allez leur dire, faites les 2 tiers de 12 cm. Alors il y en a qui diront 7 cm, d'autres qui diront 5, ça va être un peu compliqué. Rien que ça va prendre 5 minutes dans la leçon, mais allons plus vite, nous savons que c'est 8. Et donc vous allez avoir, ils vont faire 8, c'est-à-dire 2 tiers de 12. Alors je vous refais le 12, les enfants vont le refaire. À nouveau, satisfaction peut-être un tout petit peu moins forte, mais quand même. Avouez que c'est beaucoup plus joli que qui est dissonant, mais pose quelque chose de très stable dans le cerveau. Et à nouveau, voilà, là c'est. Oh, pardon. Excusez-moi, c'est pas grave, ce que vous avez perdu. Et voilà à nouveau la satisfaction de l'esprit, et nous appelons ça la quinte. Et donc Pythagore comprend que, alors vous devinez que Pythagore va continuer avec 4 tiers, on va s'arrêter là, sauf à dire que si nous continuions, vous voyez, à couper les flûtes en deux, de 6 à 3, je l'ai évoqué tout à l'heure, de 3 à 1,5, de 1,5, etc., nous aurions toujours des octaves croissantes, montantes, n'est-ce pas? Et si nous, de la même façon, si au lieu de prendre, de nous contenter de la flûte que je viens de faire sonner, qui est aux 2 tiers, je la refais entendre, et si je fais les 2 tiers des 2 tiers, j'ai évidemment encore une quinte. Et je pourrais donc continuer comme ça éternellement,
la multiplication de 2 tiers par 2 tiers pour avoir des tailles décroissantes. Ça va être difficile avec des ciseaux, mais sur le principe, c'est possible. Et 1,5, continu 1,5. Et là, nous arrivons à un point important. Parce qu'on ne peut guère aborder, je pense, qu'en 6e et en 5e, parce qu'il faut quand même avoir les puissances, qui est le lien maintenant avec les mathématiques. Avant de parler du lien avec les mathématiques, un mot sur le lien avec les sciences. Bien sûr, vous allez commenter les mots quinte, quarte, octave aux enfants. Vous allez enrichir leur vocabulaire, vous verrez ce que c'est que la quinte avec eux, vous vous demanderez pourquoi Charles Quint s'appelait Charles Quint, la quarte, la tierce, etc. Ça, voilà la partie langue et sciences, c'est l'enrichissement de leur vocabulaire sur ces mots qui sont quand même des mots assez importants. Et puis voilà le lien avec les mathématiques. Le lien avec les mathématiques consiste à leur dire, alors là nous sommes peut-être, je répète, plutôt en 6e ou en 5e, le lien avec les mathématiques consiste à dire aux enfants, vous avez compris, les enfants, que nous avons de la sorte construit ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle une gamme. C'est-à-dire que partant d'un son qui était le La initial, j'ai un autre son que je dessine ici vers le haut parce qu'il va vers le haut, le son, qui est l'octave du La. Et puis la même distance, une octave, etc. Et je peux faire ça à l'infini. Sur le principe, je peux faire ça à l'infini, et j'ai ce qu'on appelle une gamme. J'ai une gamme d'octaves. Et puis, nous sommes partis, vous vous rappelez, de la même flûte, le même La, et nous avons constitué la quinte, qui était plus basse. C'est plus bas. Et je vais continuer, comme je l'ai fait d'ailleurs, j'ai fait une autre quinte, vous vous rappelez, et nous aurons une autre gamme, qui sera une gamme de quinte. Et alors, c'est ça qui devient intéressant. Parce que vous allez demander aux enfants, vous allez dire aux enfants, vous voyez les enfants, les deux gammes ne coïncident pas, visiblement. Au départ, elles ne coïncident pas. C'est évident. Est-ce qu'un jour, elles coïncideront? Et alors là, vous pouvez être sûr, vous ferez l'expérience si vous voulez, les enfants, 9 sur 10 vont vous répondre, bien sûr. Il suffit d'attendre assez longtemps. Ils comprennent très bien que l'opération devient un peu une opération abstraite, qu'on ne va pas pouvoir couper éternellement les flûtes, mais que c'est une opération abstraite qui a son sens. Est-ce que les deux gammes un jour se rejoindront? Et la réponse est toujours oui. Monsieur, il suffit d'attendre assez longtemps et vous leur dites, les enfants, écoutez, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est là qu'il faut qu'ils sachent les puissances. Ici, nous avons un demi qui a été élevé à la puissance P, un entier. Et nous nous demandons si ceci peut être égal à 2 tiers puissance Q. Et c'est ça, les enfants, la question. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que ceci peut être égal? Ben, monsieur, oui, sûrement. Mais non, les enfants, je suis désolé. Là, vous avez un nombre pair, un nombre impair. Et un nombre pair ne peut jamais être égal à un nombre pair. Il ne s'agit plus ici d'une sorte d'approximation. Oui, ça ne marchera pas ou ça marchera peut-être. Non. Brusquement, les enfants, et je dois vous dire que c'est un choc pour certains d'entre eux, brusquement, les enfants qui vivent dans un monde très relatif, tout est relatif, à chacun sa vérité, vous voyez, donc à chacun sa vérité, ben oui, ça sera... Non, les enfants, désolé, il y a une rectitude absolue que vous ne trouverez peut-être que dans les mathématiques, mais jamais un nombre pair sera égal à un nombre impair. Et là, la réaction des enfants est intéressante. Il y en a qui disent « Ah bon, oui ». Puis il y en a qui refusent pratiquement, qui sont très traumatisés par le fait d'une impossibilité qui n'est pas une impossibilité de la loi de la République qu'on peut contourner. Donc c'est une sorte d'absolu absolu. Voilà donc un exemple d'une leçon où nous avons essayé de voir qu'il y a donc cette pluridisciplinarité très facile à réaliser. Vous avez vu, ça va durer 10 minutes exactement, mais dans une classe, ça va durer toute la classe, bien sûr, 50 minutes, mais très facile à réaliser. Voilà le genre de leçon, je crois qu'à l'école primaire, on peut imaginer. Ici, ça mettait en présence finalement pas mal de choses. Vous voyez, la technologie élémentaire qui est coupée, je passe là-dessus, mais la physique du son, on aura pu commenter un peu comment le son arrive à l'oreille, surtout de l'histoire avec Pythagore, surtout du langage avec les mots quinte, quarte, etc., qu'on commentera, qu'on expliquera, et puis finalement les mathématiques, qui arrivent là un peu comme en fin et en reine des sciences. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le lien entre le langage et sciences, sur le nécessaire pluridisciplinaire. Je terminerai
en reprenant peut-être d'une phrase ou deux ce que je disais au tout début sur le miracle que représente l'enseignement primaire de ce professeur, de ce maître, de cette maîtresse, qui donc a toute la palette de la connaissance devant elle ou devant lui, et qu'elle peut tricoter au fond devant les enfants pour leur apprendre quoi finalement? Le savoir, oui, il y a du savoir dans tout ça, mais je dirais que le but ultime de l'enseignement, c'est quand même la culture. Et je voudrais terminer par un rapide commentaire sur ce mot qu'on utilise beaucoup et qui n'est peut-être pas toujours très bien compris. Et je voudrais dire pourquoi je pense que l'enseignement, non seulement l'enseignement primaire, mais tous les enseignements, doivent mener à la culture, et que c'est leur seul but véritable. Bien sûr, le savoir existe. Très souvent, on confond culture et savoir. On dit souvent quelle culture d'un homme qui dit ou d'une femme qui sait beaucoup de choses. Et on confond très volontiers culture et finalement érudition. Or, ce sont des mots différents. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui est érudit. Il sait, il a du savoir. Le savoir apparaît ici comme quelque chose de fixe. Comme si j'avais un tas d'or, c'est le savoir. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand on dit un homme cultivé ou une femme cultivée, on utilise un participe passé. C'est quelque chose de figé. C'est figé. Donc ça, la culture n'est pas l'érudition. Alors la culture, on utilise souvent ce mot pour désigner la connaissance des pratiques et des coutumes. Mais on dira... Qu'est-ce qu'on dira? Moi, je ne sais pas. On dira par exemple... Le rugby est dans la culture des Néo-Zélandais, où on dira les Français n'ont pas la culture du 5 o'clock. C'est absurde, ça, c'est l'anthropologie sociale, c'est tout à fait autre chose. Donc la culture, ce n'est ni le savoir, ni l'anthropologie sociale, la culture, c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois que là, comme bien souvent, on ne peut le savoir qu'en regardant le mot, tout simplement, et qu'en écoutant dans culture, surtout, le ur final. Et ça, c'est essentiel de réfléchir un instant, et n'ayez pas peur, ça sera un instant, sur le ur final qui vient évidemment du urus latin. Le urus latin, c'est le participe futur. Et d'ailleurs, ce ur latin, nous l'entendons justement dans futur. Futur, c'est ce qui... Urus, c'est destiné à. Vous voyez, il y a presque le destin là-dedans, la destinée en tout cas. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que le savoir. Il y a la destinée. Donc futur, c'est ce qui est destiné à être. Aventure, c'est ce qui est destiné à devenir. Nature, ce n'est pas du tout l'arbre que je vois ici, devant moi, figé, un arbre, je ne dirais pas du passé, non. La nature, vous savez, c'est nasci urus, c'est ce qui est destiné à naître. La nature, c'est l'arbre qui pousse, qui sort de la profondeur et de l'obscurité du sol pour aller vers la lumière du ciel. C'est ça la nature, c'est ce qui pousse, c'est ce qui va vers, c'est ce qui a une destinée, destiné à. Morituri te salutante, ceux qui sont destinés à mourir te saluent, César. Voyez, donc ce urus final de culture est évidemment la source de la compréhension du mot culture, et nous ne devrions jamais utiliser le mot culture pour parler de savoir. La culture, c'est véritablement bien autre chose, et c'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. C'est aller vers, c'est aller au-delà, c'est aller vers une destinée. C'est un grand mot peut-être pour un enfant, mais c'est aller plus loin. C'est le Mehrlicht de Goethe, vous voyez, au moment de mourir. Je veux plus de lumière. C'est ça la culture. Et si nous... Oui, c'est un cheminement, c'est une pérégrination, la culture. C'est pas du tout... L'homme cultivé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monsieur qui sait beaucoup de choses dans l'esprit ordinaire, et c'est un savoir qui a l'air d'être figé, et c'est très différent d'un homme, ou une femme bien sûr, de culture. Donc je crois que, c'est ma phrase finale, je crois que l'école, et notamment l'école primaire, mais bien sûr le collège et le lycée, et puis l'université, et puis la vie, eh bien tout cela doit être une école de culture, c'est-à-dire une école qui nous permet d'aller plus loin, d'être ouverture, vous voyez, d'aller beaucoup plus loin que ce que nous apprenons, et c'est ça que nous pouvons souhaiter pour l'école et pour nos enfants. Merci. Je sais pas si... Oui, celui-là marche aussi.
Merci beaucoup Yves Quéré, c'était vraiment passionnant. J'ouvre maintenant vers la salle si vous avez des questions, on peut échanger donc, avec Yves Quéré. Oui. Merci beaucoup déjà, c'est très inspirant. Vous avez cité Goethe vers la fin et j'ai cru entendre une fois ou l'autre qu'il avait une conception un peu particulière de la science qui consistait entre autres à partir justement de ces boîtes qu'on a mis autour des mots et de ce qu'elles signifient un peu implicitement et à essayer d'aller chercher entre ces boîtes, volontairement, d'aller chercher entre les concepts qu'on a essayé de forger au cours du temps. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter sur l'approche scientifique de Goethe en général ou sur cette pratique-là en particulier? Rien du tout. Dommage. Désolé, je ne savais pas, ça m'intéresse ce que vous dites. Je vous laisse celui-ci par là, comme ça pour aller. Oui, merci. Oui, un élément sur la capacité des individus à se projeter ce que se figure l'autre. Vous l'avez associé à une certaine étape du langage. Il y a du nouveau sur la question. Il y a un article qui est paru il y a 10 jours dans Nature et qui montre que les bonobos, les chimpanzés et les orang-outans sont capables de connaître la connaissance qu'a autrui sur l'état du monde, même si cette connaissance est erronée. C'est une expérience qui met ces singes devant une scène où un acteur cache un objet, un acteur A. Un acteur B survient sur la scène, l'acteur B change l'objet de place, il le met dans une autre cachette. Les singes qui regardent ces scènes ont un dispositif où on capte avec un rayon infrarouge leurs mouvements oculaires et on sait par les mouvements oculaires du singe qu'il est capable d'anticiper lorsque l'acteur A revient sur la scène que l'acteur A va chercher l'objet dans la mauvaise boîte. C'est-à-dire qu'il regarde préférentiellement la mauvaise boîte et pas la bonne, donc il anticipe, il sait que l'acteur a quelque chose en tête, même si lui-même sait que cette chose est erronée. Donc les auteurs de l'article en concluent qu'avant même l'apparition du langage, des alter-ego, qui sont nos groupes frères, en fait, des espèces autres, sont capables de se figurer l'état mental d'autrui. Et donc, en fait, c'est encore quelque chose qu'on croyait réservé aux humains, mais maintenant qui passe aussi dans le champ de la primatologie. C'est fort intéressant, je lirai volontiers cet article. Il est l'actuel d'une série d'articles antérieurs. Enfin, il y a eu déjà pas mal de travail sur ce problème. Il faudrait que je le lise plus à fond, mais si je vous comprends bien, est-ce que vous voulez dire que le singe a compris la pensée des autres, il a compris une action prévisible de l'autre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il ait pensé. En tout cas, oublions le singe, et pour nous, je maintiens que nous ne connaissons rigoureusement pas la pensée d'autrui. Ça peut choquer de dire ça, mais nous ne pouvons pas la connaître. Il n'y a aucun appareil qui nous permette. Et si vous me dites quelque chose, évidemment, j'aurais tendance à y croire dans cette assemblée si sympathique, mais je serai obligé de vous croire. C'est un mot qui arrive forcément dans le vocabulaire. Je crois ce que vous me dites. Et alors pour le singe, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il croit, mais pour l'homme, certainement. Je suis incapable. Je vous demande de me contredire si vous pensez le contraire, mais la pensée d'autrui fait partie du mystère total, et même le plus proche, et donc me renvoie à la croyance. Je ne peux qu'avoir foi en lui ou en elle. Il me dit ceci, et comme il est très proche, j'ai une foi infinie en lui pratiquement, mais qu'est-ce que je sais Et d'autre part, ceci ne concerne que des moments distincts de sa propre pensée. Mais tout le reste, il pense sans arrêt, cet autrui, donc je suis incapable de savoir ce qu'il pense. Oui, mais il y a une question de fond, c'est est-ce que vous entendez par pensée la totalité de la pensée d'autrui ou certains éléments factuels sur lesquels vous savez qu'autrui peut se tromper? Dans le cas du singe, oui. le singe sait qu'il sait, évidemment il ne connaît pas tout de la pensée de l'acteur, mais il sait que sur la question de la position de l'objet, l'acteur se trompe et il anticipe l'acte de l'acteur par son mouvement oculaire, on sait qu'il anticipe que l'acteur va chercher l'objet dans la mauvaise boîte. Donc en fait, au moins sur un élément du monde, il peut deviner qu'autrui peut penser faux. Et ça, c'est quelque chose qu'on réservait aux humains jusqu'à présent. Oui, c'est remarquable.
C'est très remarquable. Je Ce voudrais que en je savoir pense- plus là-dessus. Ce que je pointais, c'est que c'est antérieur à l'apparition d'un langage articulé. C'est ça que je pointais. Pour votre information. Hein, Oui, c'est- oui, non, mais ça, je trouve ça très, très stimulant comme expérience et comme recherche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui. Non, pour embrayer sur votre remarque, le seul détail que je peux rajouter concernant Goethe cette fois, c'est que dans le premier numéro de Nature, au XIXe siècle, il y a un long poème de Goethe. Oui. Et donc, Décidément, ce soir, je n'avais pas pensé qu'on parlerait tellement de et, Goethe. non, donc c'est juste, et c'est Nature, donc c'est nature. Ah, c'est évidemment. intéressant. Et donc les fondateurs de Nature, parmi lesquels il y avait notamment Huxley, le premier de la longue lignée, c'était en fait des gens qui voulaient réagir contre la mainmise du clergé anglican sur l'enseignement de manière générale, qui voulaient libérer la science. Et donc c'était une démarche très, très courageuse, je dirais, de leur part. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vraiment un long poème sur la nature, mais Goethe écrit en vers, donc c'est un long poème, donc dans le premier numéro de Nature. Merci, j'apprends beaucoup de choses sur Goethe. Oui, alors une question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour l'humain de mener un raisonnement sans le langage? Ou est-ce que le raisonnement est obligatoirement doit être servi par la maîtrise pleine et complète d'un langage formel? J'ai longtemps pensé, parce que je ne réfléchissais pas beaucoup, qu'en effet, le langage était nécessaire à la pensée, et je crois qu'il est en effet infiniment utile à la pensée. Enfin, personnellement, je ne pense qu'en mots, mais ça ne suffit pas pour démontrer quoi que ce soit. Et puis, je me suis dit, mais pas du tout. Enfin, il y a des muets de naissance, évidemment, ils pensent. Des sourds et muets même, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun accès à aucun langage, ni d'eux-mêmes, ni de l'extérieur. Donc la réponse est, il me semble, évidemment, oui, on peut penser, mais c'est une forme de pensée certainement très différente. C'est un peu le même problème, je parlais avant-hier, vous voyez, avec un aveugle qui est devenu aveugle par un jet d'acide qu'il a reçu à New York, il avait 30 ans, et il est totalement aveugle, il a 70 ans maintenant. Et lui a connu la lumière et il a connu l'obscurité. Maintenant, il est dans l'obscurité. Et alors, il s'intéresse énormément, ce n'est pas tout à fait le même problème que l'autre, mais ça touche quand même à quelle est la... Est-ce qu'il faut des yeux, est-ce qu'il faut voir pour voir le monde? Et il interroge énormément d'aveugles de naissance. Vous voyez, des jeunes aveugles qui n'ont aucune, qui sont aveugles de la naissance. Et il me racontait que la conversation avec ces jeunes aveugles est passionnante pour lui. Les aveugles semblent, dans leur majorité, avoir une vision extraordinairement riche du monde. Là, c'est un peu comme la pensée d'autrui, c'est irréalisable. Nous ne pouvons absolument pas savoir, même s'ils parlent, quelle est la vision du monde qu'ils ont. Donc, de la même façon que des aveugles de naissance, évidemment, peuvent avoir une image, je ne sais pas le sens du mot image ici, du monde, qu'ils ont très fortement. Il y en a même un qui a répondu à ce monsieur, cet aveugle de 70 ans, leur demandait si, par une petite opération très simple, comme qu'on peut imaginer, on vous rendait la vue. Est-ce que vous seriez candidat? Est-ce que vous diriez oui? Et il a fait l'expérience sur de nombreux. Il y a 2 tiers qui ont dit oui quand même, oui, j'aimerais bien voir. Et un tiers qui dit non, j'ai mon monde maintenant, j'ai peur, lui a dit un, que l'image tue l'imaginaire. Donc, excusez-moi d'avoir glissé sur les aveugles, mais je reviens sur les muets. De la même façon que les aveugles ont une vision du monde qui n'est difficile à comprendre, les muets ont certainement une pensée, il n'y a aucun doute.